Je vous en prie. Pendant que vous arrivez, on voyait ces images de Tel Aviv, n'est-ce pas? Ça se déroule ce soir et ça continue ce soir. Les missiles du Hamas qui arrivent pas toujours à atteindre leur cible. Souvent, la défense antiaérienne fait son œuvre, mais certains ont pu frapper Tel Aviv. Absolument, c'est une attaque de longue durée. C'est un 11 septembre qui dure, qui s'étale dans le temps. Depuis ce matin, 6h30, et encore ce soir, 14 heures plus tard. Comment avez-vous éprouvé, on va voir plusieurs de ces images chapitrer cette journée de chaos et de tragédie pour les Israéliens, peut-être ce qui était le plus marquant, c'est-à-dire l'entrée dans le sud d'Israël, dans des localités, parfois des villages de commandos, qui apparemment, sans rencontrer de résistance, ont commencé à tuer des gens, à les pourchasser, à les prendre en otage. J'ai été bouleversé par ces images. Honnêtement, depuis ce matin, je suis extrêmement ému par ces images de vieilles dames violentées, de femmes nues qu'on violente, qu'on martyrise, qu'on met dans une fourgonnette ou dans une voiture, par ces kibboutz envahis, par ces prises d'otages, par cette atmosphère de pogrom. Ce qui s'est passé ce matin, c'était une série de pogroms perpétrés par un mouvement, c'est pas une armée, c'est pas un conflit, par un mouvement néo-nazi, par des escadrons de la mort néo-nazis que sont les combattants du Hamas. Donc j'ai été vraiment, pour moi, il n'y a pas de mots pour ce que nous avons vu toute la journée. La dimension de la haine, n'est-ce pas? Il faut bien souligner, il y a des combattants palestiniens tout à fait honorables qui ont combattu des soldats israéliens. Mais on parle là du Hamas islamiste haineux, qui pratique, qui revendique la haine. Il y a deux sortes de guerres. Vous savez, dans la théorie de la guerre classique, il y a deux sortes de guerres. Clausewitz, il distingue les guerres qui ont un but, un Ziel, et les guerres qui ont aucun but autre que l'annihilation de l'ennemi, et qui ont un Zvek, qui est l'annihilation de l'ennemi comme tel. C'est le cas là. Le Hamas n'a pas de revendication. Le Gaza n'est pas occupé. S'il y a bien un endroit du peuple palestinien où il n'y a pas l'ombre d'une colonisation, c'est Gaza. Donc il n'y a pas de but de guerre. Il n'y a pas de blocus israélien contre Gaza, contre Hamas, qui est dit souvent. L'électricité, les camions qui passent tous les jours, il y a un blocus sur les armes de guerre. Bref, le Hamas a un objectif depuis des décennies et aujourd'hui, qui est l'annihilation d'Israël. Voilà. Et comme ils n'ont pas les moyens de cette annihilation, aujourd'hui, l'humiliation d'Israël. Est-ce que vous y voyez un danger plus large? Il y a quelques jours sur notre antenne, Ahmad Massoud, le fils du commandant Massoud, avait ses propos prémonitoires. Il disait « Attention, les islamistes de tous les pays vont se dire « Notre heure est venue, ce qui est en train de se passer là, ce bouleversement du monde, nous aussi on va en profiter. » Et bien sûr, les islamistes talibans, j'ai vu le jeune Ahmad Massoud sur votre antenne, magnifique, les islamistes de Daesh et les islamistes frères musulmans de Gaza, et peut-être demain les islamistes du Hezbollah, qui pour l'instant comptent les points, observent les résultats d'un plan auquel ils ont d'ailleurs peut-être participé, on en saura plus, je pense, dans les jours qui viennent, et qui se réservent d'entrer eux aussi dans ce jeu atroce. Bien sûr qu'il y a une internationale islamiste qui est derrière le Hamas, qui applaudit, qu'on voit défiler dans les rues, au Yémen, mais pas seulement, dans les rues de Gaza aussi, ce matin, et celle-là applaudit. Est-ce que nous portons notre part de responsabilité historique? Le même Ahmad Massoud disait les puissances, les Russes, mais aussi les Américains, ont utilisé comme pion géopolitique. Ils ont utilisé par moments Al-Qaïda contre les Soviétiques, on a utilisé le Hamas, on a utilisé aussi le Hamas, n'est-ce pas? Il a été parfois toléré par certains Occidentaux, pas les Européens. Les Européens ont été très corrects. Mais les puissances, les superpuissances ont utilisé les islamistes. La responsabilité aujourd'hui, elle est chez les donneurs d'ordre du massacre qui s'est produit. Les 200 Israéliens morts, le millier d'Israéliens blessés, les dizaines d'Israéliens kidnappés. Il y a un responsable à ça, c'est le chef politique et les chefs militaires du Hamas. Alors on ne va pas entrer dans des considérations diplomatico-machin sur qu'est-ce qui s'est passé il y a 20 ans. Est-ce qu'il y a eu des docteurs Folamour dans je ne sais quel ministère des Affaires étrangères qui ont prétendu jouer avec le Hamas? C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu une attaque de grande ampleur.
jamais vu un véritable événement. C'est un événement, ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a parfois des événements qui sont des répétitions, qui reproduisent quelque chose qu'on a déjà connu. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui s'est passé là est inédit. Demain, vous partez pour Israël. Votre regard sur ces images plus précisément, c'est-à-dire, on a vu beaucoup de familles israéliennes qui se cachaient, parfois dans des bennes à ordures, parfois dans la sous-sol d'une maison, dans ces pièces sécurisées qu'il y a dans les appartements en Israël, notamment à Sderot. Comment est-ce que vous avez vu ces images-ci ? Avec le cœur serré. Parce que j'ai souvent vu ailleurs ces images-là, des enfants qu'on cache dans les caves et qu'on console, des vieilles dames apeurées. Et je ne pensais pas que cela pourrait se produire en Israël. Je l'ai vu aujourd'hui, donc le cœur serré. Et puis, j'ai vu cela aussi comme un signe de la fragilité d'Israël, de la vulnérabilité d'Israël. Ça aussi, ça m'a sauté aux yeux. Comment est-ce que vous la comprenez ? Vous avez suivi de très près les guerres d'Israël depuis des décennies. Ce qui s'est passé là, c'est un cap. Le fait que l'armée israélienne n'arrive pas à être mieux renseignée sur ce qui se passe à Gaza, le fait que, dans un premier temps en tout cas, elle laisse passer les islamistes du Hamas qui peuvent traverser la frontière. Comment est-ce possible ? Mais parce que Israël avait en face, aujourd'hui, des ennemis extrêmement puissants, aussi bien renseignés. Le Hamas, ça n'existe pas. Le Hamas est un nain militaire et politique. Derrière le Hamas, vous avez l'Iran, et vous avez peut-être d'autres alliés d'Iran. N'oubliez pas, Darius Rochebin, qu'il y a un an, quasiment jour pour jour, en septembre 2022, le chef politique du Hamas, M. Amier, était reçu par le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, en grande pompe, à Moscou. Donc il y a là Hamas, Iran, peut-être la Russie, une internationale autoritaire qui est à l'œuvre contre le petit Israël. Ceux qui précisément tenteront d'agiter ceci. On a vu les images terrifiantes pour les Israéliens des manifestations géantes au Yémen. Ce ne sont pas seulement des milliers, ce sont peut-être des centaines de milliers de gens qui manifestent pour applaudir le Hamas. Mais aussi, on a vu ça en Iran, on a vu quelques manifestations en Turquie. Est-ce qu'il y a une montée de la haine dans ces pays ? Il y a une montée de la haine, il y a une radicalisation d'un affrontement entre Israël, en effet, et une partie du monde arabo-musulman, mais plus largement entre les démocraties et les puissances autoritaires, ou les puissances totalitaires, ou les puissances néo-fascistes d'aujourd'hui. Encore une fois, je vous le rappelle, le Hamas, c'est une succursale des frères musulmans, lesquels sont une organisation qui est très ancienne, qui a été fondée dans les années 20 par des gens qui voulaient faire un nazisme local. C'est ça, le Hamas. Comme c'est ça, en Turquie, Erdogan est aussi l'héritier de cette confrérie. Donc qu'il y ait entre les démocraties, l'Occident d'un côté et de l'autre, ces puissances-là, une confrontation qui se durcit, c'est clair, c'est à ça qu'on assiste. C'est pour ça qu'Israël ne se défend pas seulement soi-même, Israël défend en effet les démocraties dans le monde entier aujourd'hui. Est-ce qu'on a sous-estimé ses forces ? Tout nous dit dans les événements des derniers mois, on a sous-estimé la Chine totalitaire, on a sous-estimé la puissance du mouvement islamiste, et on l'a vu aujourd'hui de manière extrêmement concrète et dramatique, on a sous-estimé ce matin la puissance d'invention même technique. Ils ont été audacieux, n'est-ce pas ? Le Hamas a été très audacieux, très malin dans leur volonté criminelle. Pas audacieux. Quand vous en prenez, encore une fois, à des vieilles dames, quand vous en prenez à des enfants, à des civils sans défense, vous n'êtes pas audacieux. Audacieux par les moyens militaires, quand on les a vus débarquer avec des Ils ont été aidés. La vraie question, c'est d'où viennent les armes ? Alors, par qui ? D'où viennent les parapentes ? C'est l'Iran. Bien sûr. On sait aujourd'hui que par la mer, peut-être par les tunnels de l'Égypte, il y a des forces, notamment l'Iran, qui ont fourni tout ce matériel-là. Alors, c'est vrai que les démocraties, elles sont magnifiques et elles sont faibles. Elles espionnent pas tout le monde. Elles n'installent le Proche-Orient n'est pas une gigantesque zone sous le radar israélien. Donc il y a des choses qui passent en dessous. Vous avez écrit dans les années 70 déjà des livres très importants contre le totalitarisme. Est-ce que c'est un nouveau totalitarisme populaire ? On a vu dans une partie des rues arabes un totalitarisme populaire. Oui, mais
tous les totalitarismes peuvent être populaires. L'hitlérisme était populaire. Le fascisme italien était populaire. Ça ne veut rien dire. Bien sûr qu'il y a là un nouveau fascisme. J'ai dû être l'un de ceux qui ont proposé pour la première fois la formule, il y a bien longtemps, de fascislamisme, dans les années 90. Et ce fascislamisme, ce n'est pas le fait de quelques despotes. C'est un mouvement qui est enraciné, bien sûr, dans les masses. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas le combattre. C'est pour ça que c'est difficile de le combattre, mais il faut le combattre. La haine identitaire, on l'a vu, n'est-ce pas, dans cette manière aujourd'hui de chasser, n'est-ce pas, chasser littéralement des personnes, chasser les vieilles dames dont vous parlez, chasser des jeunes gens, chasser, on l'a vu lors de cette rave party où ils ont fui devant l'assaut. Vous avez écrit des livres sur Daniel Pearl, par exemple, qui a été tué parce que juif, n'est-ce pas ? Tué parce que juif, humilié d'abord, décapité, oui, et assassiné. C'est tous ces souvenirs-là qui me sont revenus à l'esprit. En effet, quand j'ai vu ces scènes de ce matin, des scènes de pogrom, des scènes d'humiliation, tout ça entre dans un contexte général. C'est pour ça que quand j'entends parler de conflit ou de énième épisode d'un long conflit, ça m'accable un peu parce que ce n'est pas ça, c'est pas vrai. C'est pas le conflit, c'est ni le conflit, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est pas le conflit israélo-palestinien. Si c'était le cas, il y aurait un but. Par exemple, la paix ou un État palestinien, ce dont le Hamas se fiche. Le Hamas ne veut pas de la paix. Le Hamas ne veut pas d'État palestinien. Le Hamas veut la destruction d'Israël. Si c'est un conflit israélo-arabe, il ne serait pas instrumentalisé par l'Iran, qui n'est, que je sache, pas un pays arabe. Donc c'est autre chose. C'est une haine, en effet, d'Israël et de l'être juif et des juifs instrumentés par des puissances à l'échelle mondiale. Est-ce qu'il faut monter le ton, en particulier contre l'Iran ? Vous désignez l'Iran de manière extrêmement précise. Les Israéliens ont dit, par exemple, si l'Iran s'approche de la bombe atomique, ils la bombarderont. Ils bombarderont un certain nombre de sites nucléaires. Ils n'en font pas mystère. Sans aller jusque-là, pour l'instant, on ne parle pas de ça, mais est-ce qu'il faut être plus dur à l'égard de l'Iran ? Je crois d'abord qu'il n'y a aucune excuse pour les gens qui ont fait et qui sont en train de faire, à l'heure où nous parlons, ce à quoi nous assistons. Pas d'excuses, pas d'équivalence, pas d'histoire sur l'escalade, sur la retenue des deux parties. Ça, c'est le langage de Poutine et d'Erdogan, qui invite les deux parties à la retenue. Ce langage est abject. Comme une partie de la gauche en France, de l'extrême gauche, qui nous dit, elle aussi, que c'est la faute aux colonisateurs, que c'est la faute aux juifs, comme d'habitude. D'ailleurs, les antisémites, ils arrivent toujours à dire qu'au fond, ce qui arrive aux Juifs, c'est la faute aux Juifs. Cela vous a choqué, ça, il y a eu un certain nombre de réactions aujourd'hui, n'est-ce pas, en France, là on ne parle pas du Yémen, etc., qui rappelaient qu'Israël, selon eux, porte une part de responsabilité dans l'enchaînement des événements. C'est abject. C'est comme quand on disait à l'époque de l'affaire Dreyfus, ou comme quand on disait dans les années 30, que si les Juifs se tenaient un peu plus tranquilles, ils ne seraient pas pourchassés par les meutes hurlantes des SS ou des nervis d'extrême droite du début du XXe siècle. Ce raisonnement est abject. Quels que soient les termes du débat politique, quels que soient les griefs que l'on peut avoir vis-à-vis de tel ou tel gouvernement, rien ne justifie qu'on s'en prenne à une vieille dame, à un enfant, à un civil, rien. Et l'idée même, j'ai vu ça, Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, cette idée de renvoyer dos à dos, de faire les malins avec des analyses soi-disant politiques, est absolument dégueulasse et irresponsable, par ailleurs. Le résultat des décennies, le fait que, rappelons l'époque où les Palestiniens étaient dirigés par Arafat, alors, il y avait aussi un terrorisme palestinien à l'époque, mais pas du tout de la même ampleur, sans cette dimension de haine ethnique, religieuse parfois, c'est allé de pire en pire. Oui, mais c'est pas seulement religieux, c'est pas seulement ethnique. Pour moi, c'est politique. Le Hamas est moi, ce qui me frappe, c'est pas... Je crois qu'ils sont infidèles à l'islam, qui ne savent pas ce que c'est que l'islam, qui n'ont probablement pas lu le Coran ou s'ils l'ont lu, ils le défigurent. En revanche, c'est un parti qui s'inscrit dans la longue histoire des fascismes. C'est de la politique, c'est pas de la religion, c'est pas une guerre religieuse entre les juifs et l'islam. C'est une guerre politique entre des démocrates et des salopards des escadrons de la mort néofascistes, comme je vous le disais. La dimension de la vengeance. Je me rappelle, j'avais interviewé de nombreuses années Arafat et Yitzhak Shamir,
D'ailleurs, à une certaine époque, l'un et l'autre avaient recouru à des actions terroristes, mais de façon très différente, à des époques différentes. Et l'un et l'autre disaient, mais vous, les Européens de l'Ouest, n'arrivez pas à comprendre la vengeance. Pour nous, ça existe, la vengeance. Pour nous, Israéliens, et pour nous, Palestiniens, la notion de vengeance existe. Et Benjamin Netanyahou a utilisé le mot tout à l'heure, n'est-ce pas ? La vengeance, elle est un des moteurs de ce conflit. Pas du côté d'Israël. Moi, ce qui me frappe, écoutez, j'observe, et j'ai parfois participé depuis des mois maintenant en Israël, à ce magnifique mouvement d'insurrection civique dans les rues de Tel Aviv et de Jérusalem. Pardon, mais ceux-là, c'est pas des bellicistes, c'est pas des partisans de la vengeance, c'est un peuple immensément civilisé. J'ai pas entendu la phrase dont vous me parlez, mais je suis convaincu que l'immense majorité de la population israélienne ne fonctionne pas selon ce registre-là. Avec cependant, on l'a vu, et là on sort tout à fait de la question des attentats. Il ne s'agit pas de parler de responsabilité, mais les pacifistes israéliens ont quasi disparu du spectre politique. On voit à quel point, de part et d'autre, alors côté palestinien, c'est le développement d'un islamisme haineux, mais alors en Israël, c'est la réduction des pacifistes. C'est pas tout à fait exact. Le camp de la paix en Israël, c'est-à-dire le parti de ceux qui veulent vivre paisiblement avec leurs voisins, je pense au contraire qu'il s'est réveillé à la faveur des manifestations de ces derniers mois. Par contre, en effet, courber les chines devant des gens qui viennent vous frapper dans vos maisons, qui viennent faire ce qu'on a vu aujourd'hui, ça c'est pas du pacifisme, c'est de la bêtise, c'est de la servitude volontaire. Donc bien sûr qu'aujourd'hui, il y a une immense majorité d'Israéliens pour dire d'accord la paix, mais pas avec ces gens-là. Pas tant que ces gens-là seront à nos frontières et profiteront du moindre signe de compromis ou de faiblesse de notre part pour venir nous frapper avec cette sauvagerie. Les scènes de sauvagerie d'aujourd'hui sont hallucinantes. Un regard historique sur ce qui est en train de se passer. Rappelons 73, Israël qui est surpris, n'est-ce pas ? Il y a une attaque surprise de la part des Égyptiens et Israël se reprend. Il y avait des visages qui ont incarné ça, évidemment, c'est Moshe Dayan en particulier, c'est aussi Ariel Sharon. Qu'est-ce qui reste de cet héritage-là aujourd'hui ? Il reste cette société israélienne magnifique, globalement fidèle à ses idéaux fondateurs. Globalement fidèle à la vocation originaire du sionisme. Il reste ça. Les héritiers de Moshe Dayan, d'Isaac Rabin ou de Shamir sont toujours là. Ils sont dans la rue, ils sont dans l'armée, ils sont dans Tzahal, qui est une armée démocratique de toute première qualité morale. Est-ce que ça nous enseigne sur ce qui se passe ici en France, ici en Europe, où on avait un peu oublié le danger islamiste ? Il faut rappeler, voilà, il y a eu des attentats de 2015 par exemple, où la haine, vraiment, n'est-ce pas, la haine islamiste, le désir de tuer des Occidentaux pour leur mode de vie, par exemple, l'événement fait que parfois un événement chasse l'autre. On l'a un peu oublié aujourd'hui ici. Oui, et en effet, ce qui se passe aujourd'hui nous le rappelle, parce que c'est la même chose. Le 11 septembre, le Bataclan, là, ce qui se passe aujourd'hui à Tel Aviv, c'est quoi ? C'est le Bataclan plus les roquettes, plus un territoire à côté d'où partent des obus. Donc c'est le même phénomène, c'est la même histoire qui se déploie dans le temps depuis 40 ans, depuis la révolution islamique en Iran, où tout commence, et qui est en train de connaître, là, pour le coup, un épisode neuf et meurtrier. Pour celles et ceux qui nous rejoignent ce soir, vous êtes avec nous, Bernard-Henri Lévy, nous recevons les images en direct de Tel Aviv où les roquettes, les missiles du Hamas continuent d'arriver. La plupart du temps, ils sont contrés par la défense anti-aérienne israélienne, mais dans certains cas, on va revoir certaines images, ils ont atteint des cibles, il y a des destructions. Cette ville de Tel Aviv qui pouvait sembler protégée par le dôme de fer, elle ne l'est pas tout à fait, et c'est le cas de beaucoup d'autres villes du pays. Mais ça, c'est bien sûr, ça c'est l'illusion technologique. Croire qu'il y aurait une solution miracle contre la bêtise, contre la haine et contre la cruauté, cette illusion-là, elle est absurde. Il n'y a pas de dôme de fer. Le dôme de fer, il est vulnérable, il peut être saturé. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il y a eu entre 3 et 5 000
probablement, à l'heure où nous sommes, 5000 roquettes tirées depuis Gaza. Le dôme de fer israélien ne peut pas absorber et intercepter 5000 roquettes dans la journée. Donc, il ne faut pas vivre dans cette idée-là qu'il y aurait des solutions techniques à tous les maux de l'humanité. Hélas, il y a aujourd'hui une seule réponse à ce qui vient de se passer, c'est par tous les moyens de briser le Hamas, de libérer Gaza du Hamas, de libérer Israël d'abord, mais aussi les Palestiniens, de cette poigne de fer que sont les chefs du Hamas et leurs militants. Comment faire? Est-ce que ça passe pour une politique beaucoup plus offensive à l'égard des islamistes, en termes policiers, en termes militaires, jusqu'ici? Il me semble que n'importe quelle démocratie qui serait confrontée à ce qui vient de se passer, elle ne se contenterait pas de parler de mesures de police ou de renforcer ses services secrets. Ouais. Quand vous êtes attaqué depuis un micro-État voisin avec cette violence, il y a une seule solution. Ceux qui vous attaquent, il faut les neutraliser. Il faut les vaincre. Il faut qu'ils capitulent. Il n'y a pas d'autre solution. Et s'il y a une erreur qu'a commise Israël depuis 20 ans, c'est probablement d'avoir cru à chaque fois qu'on pouvait s'entendre avec le Hamas. On ne s'entend pas avec le Hamas. Il n'y a pas de compromis possible avec le Hamas. Ou s'il y a un compromis, il ne fera que permettre au Hamas de se réarmer, de reconstruire des tunnels, d'y ensevelir, soit dit en passant, des dizaines ou des centaines d'enfants palestiniens dans la construction des tunnels. C'est les informations du Hamas lui-même qui le disent, et donc de se réarmer. Donc il n'y a pas de compromis aujourd'hui avec les gens qui se sont livrés à ces actes barbares. Est-ce que l'Europe occidentale a encore une mission, Bernard-Henri Lévy? C'est très frappant depuis le début de cette guerre d'Ukraine. Beaucoup de commentateurs, c'est un lieu commun, n'est-ce pas, du commentaire, disent le moment occidental est fini. Avec cette idée qu'au fond, voilà, il y a d'autres formes de pays, d'autres formes de régimes, que la démocratie, ce sera peut-être strictement occidental, ça aura été une parenthèse. Et puis il y a ceux qui paraissent dans notre temps parfois, mais qui assument de dire, voilà, il y a une mission démocratique, parfois même impériale. Est-ce que vous le pensez? D'abord, c'est pas une mission, c'est pas impérial, mais je crois en effet qu'un moment n'est jamais fini. Et c'est comme ça que marche l'histoire universelle. Il n'y a pas de fatalité, ni dans un sens, ni dans l'autre. On ne peut jamais dire que les temps nouveaux sont arrivés, que la démocratie a triomphé pour toujours, ni l'inverse. On ne peut jamais dire non plus, comme les idéologues déclinistes, Spengler autrefois, il y a un peu plus d'un siècle, le moment occidental est terminé et la dégénérescence est en marche. On ne sait pas. Vous dites les déclinistes, évidemment, ils ont des arguments. Quand on se rappelle 93, c'est une autre date anniversaire. 93, pelouse de la Maison-Blanche, Begin, Rabin, Arafat, poignée de main. Moi, je me rappelle des confrères ou consoeurs qui étaient sur place qui pleuraient, les journalistes qui pleuraient, parce qu'ils se disaient c'est une autre époque. Quelle illusion quand on voit ça. Moi, je pleurais de joie au moment, en effet, des accords d'Oslo, et j'ai pleuré de chagrin aujourd'hui en voyant ces images. Entre les deux, qu'est-ce qui reste? Il faut se battre. Il faut se battre avec la force des idées, avec la force de l'esprit, et quand on est de Tsahal ou quand on est une armée d'un pays démocratique, avec la force tout court. Alors, il faut aucune raison de baisser les bras. Ça, c'est les Munichois c'est non seulement les Spenglériens, mais c'est les Munichois qui disent c'est fini, il faut courber les chines, il faut se résigner. Parce que ça veut dire quoi le monde multipolaire? J'entends ça. Multipolaire, ça ne veut pas dire qu'il y aurait plusieurs pôles démocratiques. Multipolaire, ça veut dire qu'il y aurait un pôle démocratique et de nombreux pôles où on matraque les opposants, où on interdit la moindre liberté et où règne un ordre de fer. C'est ça, multipolaire. Ça a l'air comme ça, quand on entend les diplomates, ça a l'air d'être une chose tout à fait sympathique, où le pouvoir se disperserait ou se distribuerait à parts égales. Non, ça veut dire que les régimes atroces, les régimes sanguinaires, se multiplient, se renforcent et jouissent d'une nouvelle impunité. Moi, je ne veux pas de cet ordre multipolaire-là. J'en veux pas pour ceux qui viendront après moi. Et il n'y a pas de raison de s'y résigner. Je suis frappé de vous entendre dire j'ai pleuré. Vous avez souvent témoigné sur beaucoup de théâtres, évidemment, et notamment sur la guerre d'Ukraine, mais c'est la première fois que je vous entends dire ça, n'est-ce pas? J'ai pleuré. Qu'est-ce qui fait que, dans les images qu'on a vues aujourd'hui, ça vous a marqué de cette façon-là, différente?
Le souvenir immémorial de la persécution. Israël, c'est pas n'importe quel pays. Et le peuple juif, c'est pas n'importe quel peuple. C'est un peuple menacé, sur la tête duquel pèse depuis toujours ce qu'un très grand historien a appelé la plus ancienne des haines. Donc quand cette plus ancienne des haines ressurgit sous cette forme-là et avec cette violence, il y a là une sorte de retour du refoulé historique qui ne peut pas ne pas vous plonger dans un très grand chagrin. Voilà. Il y a dans les Lettres persanes de Montesquieu cette formule terrible, il dit les Juifs, toujours exterminés et toujours renaissants. Oui. Toujours exterminés, c'est ce que je viens de vous dire. Et puis en effet, la force juive, la gloire du judaïsme, c'est que les Juifs ont la nuque raide, qu'ils ne plient jamais, et ils renaissent toujours des cendres où on essaie de les plonger. C'est vrai, le peuple juif a traversé depuis des siècles et des siècles des terribles épreuves. Et en effet, il en a toujours triomphé. Et cette phrase est juste. C'est un peuple qui n'a jamais été vaincu et qui ne sera pas vaincu. Et c'est ce qui me frappe aujourd'hui en Israël. C'est à la fois chez tous mes amis, les gens avec qui j'ai parlé toute la journée, c'est cette désolation et cette conviction qu'à la fin des fins, mais sans esprit de vengeance, sans esprit de revanche, mais qu'à la fin des fins, on n'aura pas raison d'eux. Dites un mot du lieu commun des relativistes. Il faut les entendre dans nos sociétés. Ceux qui disent, ils ne nient pas la Shoah, mais ils disent, voilà, Israël parfois a fait subir, vous entendez ça, vous le lisez sur les réseaux, Israël a fait subir aux Palestiniens, et encore une fois, on distingue ça des attentats, mais ce que parfois ils ont subi eux-mêmes. Répondez à ce lieu commun-là, ceux qui regardent Tel Aviv, cette grande ville moderne, vivante, vibrante, mais en disant, ah, bien sûr, c'est une réussite, mais au détriment d'autres. Écoutez, au détriment d'eux, c'est faux. Ce que Israël a offert à de nombreuses reprises aux Palestiniens, c'est au contraire une solution pacifique, et depuis très longtemps. La paix, la coexistence, et ainsi de suite. Et nier cela est une erreur historique considérable. Et comparer ce qui peut se passer parfois dans les territoires disputés, comparer cela à ce qui s'est passé au moment de la Shoah, c'est encore une fois une abjection. Je n'ai pas vu pour l'instant de camp de concentration, ni de chambre à gaz, nulle part au Proche-Orient. Les hasards de l'histoire. Pardon ? Les hasards de l'histoire. À Sderot, dans cette ville de Sderot, il y a beaucoup de Juifs qui venaient de l'ancienne URSS, qui se sont retrouvés là, n'est-ce pas ? On a eu certains témoignages qui étaient là, qui ont affronté les terroristes du Hamas, qui eux-mêmes ont subi parfois l'histoire des pogroms telle qu'elle a existé dans les pays de l'Est pendant des siècles. Je connais bien Sderot, et vous avez raison, il y a des familles qui ont dans leur mémoire proche le souvenir de l'antisémitisme immémorial, le souvenir de l'antisémitisme nazi et le souvenir de l'antisémitisme stalinien. Et quand ils voient arriver cet antisémitisme à visage islamiste, une sorte de terreur sacrée s'empare d'eux, une terreur absolue, bien sûr. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant ? On voit les images de ce soir. Israël va réagir. La déclaration du ministre de la Défense israélienne est intéressante. Il dit qu'ils vont se débarrasser une fois pour toutes que ce qui va arriver au Hamas est sans précédent depuis 50 ans. Ça, ce sont les déclarations. De quels effets est-ce que ça peut être suivi ? Écoutez, quand on a affaire... nous sommes nombreux à le dire à propos de la Russie qui agresse l'Ukraine, que cette guerre ne peut se terminer que par la défaite de la Russie. Nous sommes nombreux à le dire dans d'autres circonstances encore. Aujourd'hui, M. Galante a raison. Je ne vois pas d'autre solution politique que de casser les reins de ces criminels du Hamas. Sinon quoi ? Dans 8 jours, dans 15 jours, on va faire un nouvel accord, et puis on va se congratuler, puis on va s'endormir, et puis pendant ce temps-là, ils vont se réarmer. C'est impossible. On a fait cette erreur-là déjà à de nombreuses reprises. Il ne faut pas la commettre aujourd'hui. Ce qui s'est passé là doit être le signal d'un réveil. Dans l'histoire de cette armée Tsahal, c'est frappant de voir d'ailleurs que les Ukrainiens
donne souvent comme modèle ça. Encore récemment, n'est-ce pas, les Ukrainiens, Danilov par exemple, disaient c'est un modèle pour nous parce que chaque Israélien, le service militaire, l'armement, etc. Cette armée-là, elle a mal fonctionné. Là, ces dernières, il s'est passé quelque chose quand on voit ces soldats qui ont été tués par les commandos, qui ont été tirés de leurs chars, quand on voit les véhicules de l'armée israélienne qui ont été repris par le Hamas. Est-ce que ça fait date pour l'armée israélienne ? Écoutez, les soldats israéliens, c'est pas des robots, c'est pas des Terminators, c'est des humains. Je les connais bien. J'ai couvert pour Le Monde, pour d'autres journaux, plusieurs des guerres d'Israël. C'est des humains qui ont leurs faiblesses et qui ont leurs forces, qui ont leur éthique, et puis qui parfois sont vulnérables. Donc c'est pas une date, c'est pas une leçon. En revanche, ce qui est une date ce qui j'espère sera une date, c'est ce spectacle, pour la deuxième fois. On avait déjà vu ça à Naplouse il y a une trentaine d'années, ce spectacle de soldats israéliens lynchés. Parce que faire la guerre, vous parliez tout à l'heure de la guerre honorable, vous avez raison. Il y a une manière de faire la guerre atroce, et qui obéit à des lois, qui respectent des principes. Quand on tire des soldats de leurs chars et qu'on les lynche, il y a là quelque chose dont l'archaïsme sidère et révolte. La force de la religion, on est en 2023, alors il y a des extrémistes de toutes les religions, juifs aussi, chrétiens, mais ici musulmans. Le fait que la grande manifestation politique dans ce monde-là, ce soit le Hamas islamiste, ce n'est plus du tout les laïcs, n'est-ce pas ? Il y a quelque chose là de terrifiant. Mais je vous le répète, pour moi, le Hamas, la composante islamique n'est probablement pas la principale. Quand vous regardez l'histoire du Hamas, quand vous lisez la charte du Hamas, quand vous lisez leur littérature, si j'ose dire, c'est-à-dire les personnages dont ils se réclament, c'est pas des grands musulmans, ce sont des petits fascistes. Et c'est ça qui me frappe le plus. Il me semble qu'on surestime la dimension religieuse. La plupart, j'entendais dire tout à l'heure que les gens de l'autorité palestinienne sont des corrompus, etc. Mais les gens du Hamas, c'est pareil. C'est des autoritaires. Oui, c'est pas le même argent, mais c'est la même... C'est de l'argent, c'est de l'incompétence, il n'y a pas de services sociaux. Voilà. Donc, il y a une dimension religieuse et il y a une dimension profondément politique. Le recul de l'histoire, rappelons, c'est ici à Paris, la scène incroyable où Arafat, il se fait souffler le mot Kadiouk. On dit la charte de l'OLP qui prévoyait de détruire Israël, il dit elle est caduque, it's Kadiouk. Et il dit you can read it in Larus. C'était une autre époque, n'est-ce pas ? On est là aujourd'hui comme dans un recul de l'histoire. C'est une autre époque parce que l'OLP est présidé par un vieillard, un potentat, Mahmoud Abbas, corrompu et totalement incompétent. C'est vrai. Là, pour le coup, il y a Dieu sait qu'Arafat, c'était pas brillant. Mais enfin, on assiste à une régression considérable. Mais encore une fois, rien n'est inévitable. Rien n'est sans retour. Que répondre aux non-interventionnistes ? Vous êtes de ceux, et vous le mentionnez, vous le revendiquez, vous l'assumez, disant ça sert à rien de dire on va rester dans notre Occident bien tranquille à ne pas bouger. Mais on entend beaucoup, par le fait de cette guerre, ceux qui disent il ne fallait pas aller en Irak, il ne fallait pas aller en Libye, il ne fallait pas se mêler. Plus l'Europe occidentale est en retrait, plus elle est prudente au fond, mieux vaut les choses. Je crois que c'est le contraire. Je crois que c'est justement quand on est en retrait, justement quand on laisse nos principes au fil de l'eau, justement quand on semble dire aux tueurs allez-y, faites comme chez vous, permis de tuer, c'est là où ils en profitent et c'est là qu'ils avancent. Et c'est précisément le recul des puissances démocratiques, c'est pas le premier, il y en a eu plusieurs depuis un siècle. C'est le recul récent qui fait que toutes ces puissances se réveillent. Erdogan, Xi Jinping, l'ayatollah Khamenei et Vladimir Poutine. Bernard-Henri Lévy, merci beaucoup. Nous continuons avec Alexia Mayer et nos autres invités. Nous serons en direct à Tel Aviv dans quelques instants seulement. Restez avec nous. On se retrouve dans